il y a beaucoup de mouvements d'extrême gauche, mais aussi anarcho, parce que c'est pas toujours la même filiation idéologique, qui ont une haine viscérale du flic, pas que du flic, de l'ordre, y compris du gendarme, y compris de toute forme de costume, de toute forme d'autorité, de toute forme d'État-nation régalien. Et leur but, comme les No Borders d'ailleurs, c'est de faire disparaître, ça peut se comprendre philosophiquement dans un débat philosophique, faire disparaître l'idée même d'un État-nation régalien qui a des prérogatives, qui a des droits et qui monopolise la violence légitime, comme le disait Max Weber. C'est des gens qui sont anti-weberiens. Ils veulent totalement renverser le principe de Weber. Et leur idéal, ce serait une société autogérée. Encore une fois, je ne le juge pas moralement, c'est leur droit. Mais le problème, c'est que cette philosophie qui peut s'exprimer pacifiquement, ils l'expriment par la haine. Et ils veulent faire croire que le flic est celui qui porte le costume et l'État est décent. C'est un petit peu, c'est presque du Foucault. La différence entre le nazisme et l'État-nation serait qu'une différence de degré, mais pas de nature. Donc le CRS-SS s'inscrit un peu dans cette logique. Et depuis 68, mais aussi surtout depuis une trentaine d'années, on a réussi, et là c'est une victoire de l'extrême gauche, elle a réussi à délégitimer l'État-nation et même la loi, avec ce phénomène de la désobéissance civile. Aujourd'hui, la loi est devenue fasciste en elle-même. C'est une victoire extraordinaire. Et les Gilets jaunes, c'est encore un autre exemple. Ils ont commencé un peu bon enfant, presque à droite, ou une France un peu profonde avec ses drapeaux, un peu poujadiste. Maintenant, c'est devenu une organisation, comme disait Dacier ce matin sur cette télévision. On a l'impression que c'est devenu un groupement d'extrême gauche. Et donc, avec une très grande capacité d'infiltrer aussi. Ces mouvements savent infiltrer et ils transmettent leur haine du flic, qui est assez déplorable. Alors, oui, sauf que dans un état de droit, le seul qui a le droit d'utiliser la violence, je m'excuse de le répéter, mais c'est l'État. Et regardez les manifestants algériens qui ont été extrêmement courageux. Ils ont réussi à être en face d'un pouvoir qui les a réprimés pendant des années, et pour autant, ils n'ont pas été violents. Vous me direz, ils avaient plus peur qu'en France. C'est sûr qu'en Algérie, on a plus surtout, peur. C'était quelques millions et pas quelques milliers. Ça veut dire ça tire là-bas. Voilà, c'est sûr. Ça veut dire que c'est chiffres. possible de manifester de manière pacifique, même si l'autre abuse de la force, admettons, on peut néanmoins rester soi-même droit. Et effectivement, il y a eu une infiltration qui est scandaleuse, parce que les vrais gilets jaunes comme vous, moi je les respecte, mais ils ont été, à mon avis, définitivement infiltrés, en tout cas dans la capitale. Parce qu'il y a une différence capitale-province, qui rejoint aussi ce que vous dites. Mais vous savez, honnêtement, il y a une dose d'hypocrisie dans ce débat. C'était qu'il n'y ait aucun neuf cassé parmi les émeutiers. On avait plus le souci de ne pas frapper les racailles et les émeutiers que de défendre les pères de famille. Et c'est ça, c'est une véritable inversion. On a plus peur que le voyou soit arrêté, soit tué dans une course-poursuite, que de défendre le commerçant. C'est fort ce que vous dites, hein. C'est-à-dire qu'il y a une forme de renversement des valeurs. Je me rappelle il y a un renversement culturel. Excusez-moi. Mais je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire. Comme d'habitude d'ailleurs, comme toujours, de téléspectateurs qui nous dit « Oui, seul l'État possède la légitimité de la violence, car il est seul dépositaire d'une autorité qui ne vient pas de lui, mais du peuple. » Oui aussi, c'est vrai. Oui. Mais là, ça change beaucoup. N'empêche que quand le peuple élit une majorité, cette majorité a le droit d'appliquer des lois. Et aujourd'hui, ce que demandent de nombreux manifestants et ceux qui les ont infiltrés, qui ont des idéologies extrémistes, c'est qu'on délégitime la loi qui a été votée de manière démocratique. Parce que si on remet en question cela, alors c'est quoi la démocratie? Des gens qui manifestent, c'est la démocratie avec les pieds? Mais c'est complètement fou. Non, mais comme les lois liberticides, on doit respecter le mandat. On doit respecter le mandat des gens élus. Et si on veut changer le système, eh bien, on se présente dans des élections et on essaie de changer le système démocratiquement. Je cite des propos d'une violence inouïe contre ceux qui évadent le fisc. Il fallait les emprisonner plus sévèrement. Mais je me rappelle, c'était terrifiant. Et on apprend que c'est l'homme qui a le plus évadé son argent de tout le plus. En tout cas, on a rarement vu un cas aussi impressionnant. Et là, c'est pareil. On diabolise 30% des électeurs français. Mais soi-même, on n'est absolument pas bien placé pour le faire. Donc ça, c'est une leçon. Mais quand même, j'aimerais qu'un jour, on puisse autant être mal vu quand on a été d'extrême gauche, comme celui qui accuse cette dame, par exemple. Il a, en 1972, félicité les assassins de 11 athlètes israéliens aux Jeux Olympiques. Le jour où les gens c'est autre chose que participer à un petit syndicat. Quand des gens qui donnent des leçons de morale à tout le monde, on ne donnera même pas de nom, parce que je pense que c'est même pas la peine de prononcer le nom de certaines personnes. Il faut le dire. Quand ce genre de personnes qui se sont félicitées de l'assassinat barbare, terroriste, d'athlètes, quand des gens qui ont adoré Mao
On a par exemple d'autres moralistes du style des gens qui jouent dans des journaux comme Libération. Ancien Mao, ça fait bien 50 millions de morts. À lui tout seul, Mao, c'est la moitié du nombre de millions des morts du communisme. Et ces gens n'ont aucune honte d'être ancien Mao ou alors ancien Trotsky. Trotsky, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'armée rouge, un instrument de mort. C'est pas non plus un ange sous prétexte qu'il a été tué par Staline. Donc les adorateurs de Mao, Staline, Lénine et Trotsky, eux, on ne les a jamais vus ni diabolisés ni diabolisables. Ils se sont jamais repentis de quoi que ce soit. Donc je rêve du jour où les rouges comme les bruns devront se repentir et dire j'ai fait une connerie jeune. Ça, ce sera fantastique. Vous avez le cas en Grande-Bretagne où Corbyn se fait... Oui, alors je voudrais rebondir sur une chose. Dire que c'est un résultat, une représaille au carnage de Christchurch en Nouvelle-Zélande est absolument scandaleux. C'est scandaleux que tous les médias relaient cette information, car c'est donner une légitimité à l'acte, je l'explique dans mon livre, La stratégie de l'intimidation. C'est pas les premiers éléments de l'enquête, là? Ces gens sont des prédateurs qui veulent soumettre l'humanité au califat. On sait très bien qu'ils se contrefichent de la mort de leurs propres coreligionnaires comme des autres. Donc dire que c'est une représaille, ils s'en tapent totalement. La preuve, d'autres disent que c'est plutôt une représaille face à, vous savez, la fameuse déclaration de Daesh le 9 avril dernier, il faut venger la perte du califat à Baghouz en Syrie. Ils veulent venger n'importe quoi, ils trouvent toujours un prétexte. Déjà, relayer leurs griefs et leur prétexte et déjà faire le jeu, parce que ce terrorisme, c'est un terrorisme publicitaire qui vise à faire croire que la cause est bonne, qu'on lutte contre l'islamophobie, parce qu'en fait, l'islamophobie, c'est le thème clé de Daesh. Il y a des islamophobes partout. Donc Christchurch, à la limite, si Christchurch n'avait pas existé, ils auraient payé quelqu'un pour le faire, car leur carburant, c'est de dire qu'il y a des islamophobes qui complotent contre l'islam partout, et en représailles, il faut faire le califat et soumettre les infidèles. Parce qu'on ne peut pas, nous, être soumis aux infidèles. C'est l'infidèle qui doit être soumis à la charia. Béatrice Brugère, vous avez été juge antiterroriste. Ce sont malheureusement, évidemment, des tragiques événements que vous connaissez dans cette immense... Alors, c'est vrai que le Sri Lanka, c'est un pays intercommunautaire qui a vécu 33 ans de guerre civile. C'est un pays qui est assez fragile et c'est un endroit, un petit pays, c'est aussi bête que ça. C'est plus facile de trouver des endroits où sont concentrés des gens riches ou des chrétiens dans des lieux touristiques, des grands hôtels. Donc c'est tout à fait logique. Mais il faut rappeler qu'il y a 600 millions de musulmans dans l'Asie, en Asie notamment du Sud, et rien que l'Indonésie, l'Inde et la Malaisie, ce sont des pays, et les Philippines aussi, dans le sud des Philippines, il y a beaucoup de musulmans. Et aujourd'hui, la base aujourd'hui de Daesh, c'est le sud des Philippines, et c'est des îles en Indonésie, des îles qu'on n'arrive pas à maîtriser et qui sont des nouvelles bases de Daesh, parce qu'ils ont perdu le centre et ils se replient vers la périphérie. Aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est est le pays où il y a le plus de conversion à l'islamisme radical sous l'influence de l'Arabie Saoudite depuis 30 ans, qui envoie des prédicateurs. Et là aussi, ça montre qu'il y a une idéologisation. Ce ne sont pas que des malheureux ou des mauvais musulmans, c'est parfois le cas, comme on en a dans nos banlieues. Mais en Asie, c'est plutôt l'inverse. C'est souvent des imams, des gens radicalisés qui reviennent du Golfe et qui sont dans des réseaux de prédication, des madrasas, du Pakistan jusqu'au Bangladesh, en passant par l'Inde. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'il y a un phénomène idéologique qui vient du wahhabisme importé d'Arabie Saoudite. Bien décrit, et c'est le temps de l'enquête et surtout, évidemment,